Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo de Histoire de bagnole. Comme la dernière fois, posez-vous, mettez-vous à l'aise, dans des bonnes conditions pour écouter mon histoire de bagnole, et moi, je vais vous parler de la Mercedes 300 SLR. La Mercedes 300 SLR, il y a eu deux versions. Une version qui porte pas de nom particulier, qu'on appellera juste 300 SLR, c'est celle-ci. Et puis, il y a eu la version coupée de la 300 SLR, celle-ci. Et en fait, cette version, comme il n'y a pas de circulation d'air, et qu'il fait très chaud dû au moteur, etc., il y avait beaucoup trop de chaleur dans la voiture, et les pilotes diront que c'est impossible de la conduire, il fait trop chaud. Et donc, elle sera abandonnée, puisque le but était clairement de faire une voiture de course, donc pas intéressant si on ne peut pas faire de course avec. Il y aura juste deux exemplaires qui seront produits, et qui seront gardés par Mercedes pendant des années. Et on va en reparler plus tard. Mais dans cette vidéo, du coup vous l'avez compris, on va surtout s'intéresser à cette version, qui elle a couru en compétition et a donc une histoire très riche. Elle a un design assez trompeur, cette 300 SLR, puisqu'elle fait penser à une 300 SL. La 300 SL, c'est cette voiture, pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est sûrement la Mercedes la plus iconique de l'histoire de la marque. C'est cette voiture qui est la plus connue avec ses fameuses portes papillons. Et en fait, on a un design très similaire sur la 300 SLR quand même. D'ailleurs, sur la 300 SLR coupée, on retrouve les portes papillons. Regardez. En fait, ce n'est pas dérivé de la 300 SL. C'est dérivé de la Formule 1 W196, qui est la Formule 1 de l'époque, et qui court avec un V8 de 2,5 litres. Et l'idée de la 300 SLR, c'était de faire une voiture capable de courir dans les catégories voitures de sport, avec le V8 de la Formule 1. Et donc on a pris le V8 de la Formule 1 et on l'a passé en 3 litres. En 1955, les Mercedes 300 SLR vont donc être engagées en compétition. Elles vont être engagées notamment sur le championnat du monde de voitures de sport, avec dans la voiture phare, celle qu'on pense qui va gagner avec les deux meilleurs pilotes de Mercedes à l'époque, Monsieur Stirling Moss et Monsieur Juan Manuel Fangio. Deux grands pilotes de Formule 1. On va parler un peu de Stirling Moss, parce que pour moi c'est un pilote hors pair, c'est vraiment un grand pilote. Juan Manuel Fangio était un très grand pilote aussi, peut-être même plus que Stirling Moss, mais je le connais moins, et peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo de Juan Manuel Fangio, et peut-être que je me rendrai compte aussi que j'ai eu tort de ne pas vous en parler dans cette vidéo. Mais moi je pense que Stirling Moss a une plus liée à l'histoire de la 300 SLR que Juan Manuel Fangio, voilà, c'est mon avis. Monsieur Stirling Moss, c'est un grand champion de Formule 1, mais c'est marrant parce qu'il n'a jamais gagné de Grand Prix de championnat de Formule 1. Et du coup, il va être appelé le champion sans couronne. Il a été 3 fois vice-champion du monde de Formule 1. Il a gagné beaucoup de Grands Prix, vraiment beaucoup, au point qu'il fait partie des plus grands champions de l'histoire de la Formule 1, mais il n'a jamais gagné de championnat. C'est assez drôle. Il a aussi gagné des courses extérieures à la Formule 1, comme l'Émile Miglia ou la Coupe des Alpes. Donc quand même un beau palmarès. Et puis avec la 300 SLR, ils vont gagner plein d'autres courses. Ils vont d'abord gagner la Targa Florio, et puis le Tourist Trophy. Au Tourist Trophy, ils vont même faire un triplé. Les 3 Mercedes SLR vont passer la ligne d'arrivée les unes derrière les autres. Première, deuxième, troisième place. C'est beau, c'est très beau, on peut le dire. Et puis, il y a eu l'Émile Miglia, pareil, remporté par la 300 SLR. Ce qui fait de la 300 SLR la grande championne de la catégorie voiture de sport en 1955. Il y a aussi eu des courses annexes, l'Elrennen Nürburgring, alors je sais pas si je l'ai bien dit ou pas, je trouve ça très difficile à prononcer pour moi, je suis désolé, Nürburgring ça va, parce que j'ai l'habitude. L'Elrennen, je trouve que c'est très difficile à prononcer, donc excusez-moi pour si j'ai écorché. Et puis il va y avoir le GP routier de Suède aussi qui vont gagner. La 300 SLR, elle est connue pour toutes ses victoires, notamment pour cette victoire de championnat du monde de voitures de sport, mais elle est aussi tristement célèbre à cause de ce qui s'est passé aux 24 heures du Mans 1955. Donc, nous sommes aux 24 heures du Mans 1955, il est 18h28. C'est une Jaguar qui est en tête, suivie de près par deux Mercedes 300 SLR. La deuxième est celle conduite par Stirling Moss et Juan Manuel Fangio. La Jaguar D-Type sort du virage Maison Blanche, suivi des deux Mercedes.
devant eux, il y a une Austin Alley. C'est un retardataire qui roule actuellement à peu près à 140 km/h. Les 3 voitures de tête arrivent derrière lui à environ 240 km/h. Faut voir qu'ils sortent d'un virage, qu'ils arrivent dans la ligne droite des stands. Ils sont pas là pour rigoler, la ligne droite des stands, on prend le maximum de vitesse qu'on peut, donc ils vont voir. La Jaguar va doubler la Austin Alley pour ensuite se rabattre et rentrer dans la voie des stands. Quand elle va rentrer dans la voie des stands, elle va freiner. Malheureusement, la Austin Alley va pas avoir le temps de la voir freiner. Le pilote a sûrement pris un peu trop de temps de réaction et il va réagir à la dernière seconde en mettant un grand coup de volant. Sauf que sur sa gauche, il y a la 300 SLR qui est en train de passer, qui va venir percuter l'arrière de l'Austin Alley, qui va commencer à décoller le nez. L'air va venir s'engouffrer sous la voiture, commencer à porter la voiture, puis la roue arrière de la 300 SLR va finir d'utiliser le cul de l'Austin Alley comme un tremplin, et la voiture va décoller. Elle va décoller, mais elle va aussi vriller, puisqu'elle décolle que d'un côté en fait. Donc elle décolle, elle vrille, le pilote tombe et meurt sur le coup. La voiture atterrit dans une partie du public qui est composée en fait de personnes a priori professionnelles. Donc photographes, mécanos, personnes employées par le circuit, etc. Elle va finir sa course en heurtant extrêmement violemment le mur du tunnel. En fait, il y a un tunnel qui permet aux spectateurs de passer sous la piste pendant la course et d'accéder à différentes parties du circuit. Elle va heurter ce mur tellement violemment que le choc va créer une onde qui va projeter tous les spectateurs au sol. Le choc va être si violent que la Mercedes va se disloquer. Le moteur va partir d'un côté, les roues d'un autre, le capot d'un autre. Et tout ça va cette fois atterrir dans le public, dans le vrai public. Pas des professionnels. Déjà, c'est tout aussi grave, hein, les deux. Mais voilà, ça va atterrir dans le public. Il va y avoir un total de 84 morts. On s'éclate, hein. C'est fun ici, hein. C'est super fun, vous avez vu. Je sais mettre l'ambiance, moi. Il n'y a pas de problème. Invitez-moi chez vous, je vous jure. Anniversaire, tout ce que vous voulez, je mets l'ambiance. Il n'y a aucun souci. Bref, 84 morts. C'est tragique. C'est le plus gros accident de l'histoire de l'automobile. Et c'est ce qui va entacher la carrière de la 300 SLR. Quelques heures plus tard, les deux 300 SLR qui sont toujours en course sont largement en tête. Stirling Moss domine la course. Mais l'écurie Mercedes demande aux deux voitures de s'arrêter. Et ils vont leur expliquer tout simplement que c'est pas possible de gagner en étant responsable d'un accident aussi tragique. Ils s'estiment responsables de cet accident et ils ne veulent pas gagner les 24 heures du Mans alors qu'il y a eu cet accident. Je vous laisse les images de l'accident qui sont un peu violentes peut-être pour certains. Suite à cet accident, Mercedes va finir les courses dans lesquelles elle est engagée pour l'année 1955. Elle va finir la saison. Puis elle va se retirer de la compétition automobile pendant 30 ans. 30 ans, c'est énorme. 30 ans sans aucune compétition, rien, hein. Pas de rallye, pas d'endurance, pas de Formule 1, rien du tout. Rien de rien de rien. C'est assez impressionnant et je pense que ça mérite beaucoup de respect parce que rien n'est obligé à le faire. En soi, l'accident n'est pas vraiment de leur faute, hein. On a même l'enquête qui dit que malheureusement la 300 SLR ne pouvait rien faire. Elle s'est retrouvée bloquée par l'Austin qui a mis un énorme coup de volant et en fait, même s'il avait eu un temps de réaction monumental, c'était pas possible. Il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Maintenant, on peut parler, si vous voulez, de performance et prix. Alors, performance, on va tout simplement pas en parler, hein, parce que c'est très compliqué d'en parler. C'est des voitures qui ont été faites pour rouler sur circuit. Donc,
qui n'ont jamais roulé sur route, etc. Donc les performances on s'en foutait, le but c'était pas de vendre la voiture, donc on n'avait pas besoin d'avoir des performances sur un papier pour dire ouais la voiture elle va à temps, achète-la. Il n'y avait aucun intérêt pour ça. C'était vraiment une voiture qui était faite pour aller sur circuit et pour gagner sur circuit. Niveau prix, la 300 SLR Roadster, donc, je sais pas si vous vous rappelez mais il n'y a pas de nom en réalité, hein, c'est pour ça que je le dis comme ça. Elle n'a jamais été vendue, voilà, il n'y en a jamais eu de vendue, en tout cas pas qu'on sache, pas de manière récente, il y en a forcément eu des vendus mais à l'époque, il y a très longtemps, les valeurs ne veulent plus rien dire, c'était peut-être même, c'était même pas la monnaie actuelle, donc ça n'a aucun sens de se baser là-dessus. Je sais qu'il y a eu une tentative de vente à 45 millions d'euros. Faut voir que le prix de l'automobile est constamment en évolution, en augmentation. Et peut-être qu'à l'époque, 45 millions d'euros, c'était beaucoup trop. En tout cas, récemment, il y a une 300 SLR qui s'est vendue, mais une coupée. Et oui, Mercedes, ils ont gardé les deux 300 SLR coupées jusqu'en 2022. Et ils ont décidé d'en vendre une. Et ils l'ont vendue 135 millions d'euros. En faisant la voiture la plus chère au monde, devant la 250 GTO qui détenait un record à 70 millions d'euros. 135 millions d'euros, c'est énorme, c'est colossal, c'est complètement fou. Et on peut se dire que potentiellement la 300 SLR, du coup la version Roadster, peut battre ce record parce que effectivement il y a plus d'exemplaires, donc on pourrait se dire bah ça vaut moins, mais en même temps la coupée elle a jamais fait de course. Hein. La Roadster elle a gagné le championnat du monde de voitures de sport, elle aurait dû gagner les 24 heures du Mans, elle a gagné les Mimiglia, elle a gagné tout ce que je vous ai raconté jusqu'ici, enfin elle a une histoire qui est très très chargée. Donc pour moi ça vaut plus. Pour moi c'est quelque chose qui devrait valoir plus. Parce que ce qu'on achète quand on achète une voiture de cette trempe, c'est son histoire qu'on achète. On achète une part de l'histoire de l'automobile. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, si t'as kiffé n'hésite pas à t'abonner, lâcher un petit pouce bleu, et puis je te dis bah à la prochaine fois. D'ailleurs si ça t'intéresse, j'ai aussi un Instagram, Engine Wheels, même nom que la chaîne, tout attaché, et je mets des photos de voitures et parfois du car spotting. Voilà, si ça te fait kiffer, va voir. Salut!